Donc, toujours par rapport à la distinction entre l'approche qualitative et quantitative, on peut établir la distinction en nous basant sur le degré de flexibilité de la recherche. C'est-à-dire que nous avons des designs, nous avons des problématiques, nous avons des conceptions générales de la recherche qui nécessitent une flexibilité. D'accord? C'est-à-dire que euh, des designs de recherche ou des problématiques qui ne sont pas suffisamment matures ou sur lesquelles nous n'avons pas suffisamment de connaissances préalables. Et donc, nous pouvons commencer le process de la recherche pendant une certaine période de temps. Et en fonction de ce qu'on va découvrir pendant cette première phase, nous allons pouvoir élaborer un plan de travail pour l'étape prochaine et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir une logique globale du plan de travail de recherche préalablement. Dans ce cas, nous aurons besoin d'un certain degré de flexibilité et les démarches méthodologiques qu'on va adopter devraient permettre de réussir ce minimum de flexibilité. En revanche, il y a certains designs de recherche et certaines conceptions de la recherche qui sont généralement connus préalablement, où on peut généralement planifier le travail de recherche au préalable parce que ce sont des démarches de tests global, de segmentation globale, des approches d'observation généralisée, des cas où on cherche à extrapoler des résultats, etc., etc. Et donc, le canevas global de la recherche est généralement conçu préalablement. C'est-à-dire, on sait que la première phase, ça va être une première collecte, une deuxième collecte, troisième collecte. Après les trois collectes, je vais, par exemple, aboutir à un premier regroupement. Ce premier regroupement va donner lieu à des analyses statistiques. Par la suite, je vais faire l'analyse telle, telle et telle en fonction des données obtenues, etc., etc. Donc, dans ce cas, je n'aurai pas besoin de changer carrément la trajectoire de la recherche à mi-chemin ou à réorienter le sens global de la problématique en fonction de ce que je pourrais découvrir. Et donc, dans ce cas de figure, c'est ce deuxième cas de figure, nous sommes dans une approche qui ne nécessite pas beaucoup de flexibilité. Et donc, la première approche qui nécessite une flexibilité va aussi requérir qu'on puisse élaborer un design qualitatif. Pourquoi? Parce que dans les designs qualitatifs, on a la possibilité de changer le design à mi-chemin, changer la méthode d'observation à mi-chemin. Si la première méthode ne s'avère pas efficace pour obtenir le degré de profondeur de l'information qu'on cherche ou la qualité de l'information qu'on cherche, eh bien, on va pouvoir changer de méthode en cours de route pour avoir une autre méthode qui soit meilleure. Si je traite des cas d'entreprise, il y a ce qu'on appelle la mortalité des cas, hein. Il y a des cas d'entreprise qui cessent l'activité en cours de route, qui changent d'activité en cours de route. Le phénomène qu'on observe change radicalement dans le cas observé en cours de route, etc., etc. Et donc, dans ces cas, c'est la méthode qualitative qui est la plus privilégiée parce que finalement, la méthode qualitative permet ces changements de réorientation, ces recadrages et ces changements de canevas de travail en cours de route. Je pourrais carrément changer un cas par un autre en cours de route sans aucun problème, hein, parce que vers la fin, c'est le résultat final qui compte. Et la démarche pour obtenir ce résultat, elle diffère de cas en cas, de contexte en contexte, chercheur en chercheur, etc. En revanche, les dispositifs quantitatifs, on va les privilégier lorsque nous avons des cas de problématiques assez figés, pour lesquels les cadres et les canevas de travail sont généralement connus préalablement et pour lesquels les collectes de données concernent une masse de personnes trop importante où elles travaillent sur une problématique déjà maîtrisée, déjà contrôlée et où il n'y a pas de possibilité de changement en cours de route. Et donc, l'approche quantitative s'adapte à des designs et à des démarches qui sont beaucoup plus figées, hein. Et là, on ne parle pas de démarches qu'on peut changer en cours de route. Et donc, les démarches quantitatives nécessitent une plus grande maîtrise du sujet, une plus grande maîtrise du cadre conceptuel, une plus grande maîtrise du canevas général du travail avant de se lancer sur le terrain. Par contre, les démarches qualitatives s'adaptent au design et aux approches où le chercheur ne maîtrise pas parfaitement son contexte ou alors lorsque le contexte de sa recherche pourrait différencier substantiellement des terrains de recherche qu'il a pu voir au niveau de sa revue de littérature ou des terrains de recherche internationale. Donc, lorsque le chercheur s'attend à ce qu'il y ait
des particularités, comme je viens de dire, substantielles, alors là, il faut qu'il adopte une approche beaucoup plus qualitative. En revanche, lorsqu'il sait que ce qu'il observe ne va pas, grosso modo, changer ou sortir du cadre référentiel qui est dessiné par la recherche internationale, il va juste rajouter sa pierre à l'édifice. Dans ce cas, il pourrait opter pour l'approche quantitative. Et donc, pour les stratégies de complémentarité entre les deux démarches, c'est-à-dire lorsque le chercheur adopte euh, une démarche où il y a un jumelage entre des designs qualitatifs et des designs quantitatifs, les deux à la fois, donc il y a la séquentialité et la triangulation. La séquentialité, c'est lorsque le chercheur va commencer par élaborer l'étude qualitative dans un premier temps et sur la base des résultats qualitatifs, il va construire pour son design quantitatif, c'est-à-dire les résultats de l'étude qualitative vont être le point de départ de tout le design et toute la démarche quantitative, sans plus revenir au quali, hein, parce que le quali aurait servi de préalable euh, ou d'antécédent à l'étude quantitative. Dans ce cas, on parle de séquentialité. C'est lorsqu'une phase va être élaborée avant l'autre pour que ces résultats puissent servir de base pour construire l'autre phase. Et là, je parle aussi bien du quali que du quanti. Il y a aussi des gens qui commencent par le quanti d'abord, et après avoir eu des résultats du quanti, ils peuvent passer vers un quali qu'on appelle un quali confirmatoire. Par exemple, un quali où il va étudier uniquement les cas particuliers relevés au niveau de l'étude quanti. Mais il n'aurait pu concevoir la démarche qualitative qu'après avoir achevé, finalisé et tout ça par rapport à la première phase qui était quantitative, par exemple. La deuxième méthode, c'est la triangulation. Alors, pour la triangulation, beaucoup d'étudiants croient que la triangulation, c'est uniquement théorie Cali-Conti, mais la triangulation, ça veut dire que le chercheur va associer plusieurs méthodes ou plusieurs outils que j'allais dire simultanés, c'est-à-dire qu'il y aurait des allers-retours, il y aurait un mouvement d'itération entre les phases. Et donc, s'il commence par l'objet de recherche comme étant point de départ, il pourrait aller vers du quali. Et donc, lorsqu'il va y aller vers le quali va l'aider à améliorer sa connaissance et à mieux comprendre son contexte et sa problématique, ce qui va le pousser à revenir vers le cadre conceptuel, encore une fois. Attendez, je pourrais faire des annotations. Voilà. Donc, il pourrait commencer par l'objet de recherche, hein, dans un premier temps. Par la suite, il ira vers le quanti, hein, ça c'est le deuxième point. Et donc, pardon, pour le quali, ça c'est le deuxième point. Et donc, le quali, qu'est-ce qu'il va faire? Le quali, il va l'aider à comprendre, hein, à mieux comprendre son objet de recherche et à mieux contextualiser les concepts de la recherche dans son terrain quali à lui. Et donc, par la suite, il pourrait revenir à la construction, et donc ça va être la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est lorsque il a fait du quali et il est revenu vers l'objet de recherche, il a essayé de le reconstruire. Donc ça pourrait être un quali numéro 1. Donc ça va être le premier terrain quali. Si c'est suffisant, c'est bon. Si c'est pas suffisant, il pourrait refaire une recherche et reproposer une autre configuration et revenir une autre fois au Kali. Donc, ça devrait être un deuxième terrain Kali. Donc, c'est un terrain Kali 2, par exemple. Rien n'empêche. Et après avoir fait ça, peut-être qu'il va revenir une dernière fois pour finaliser. Sinon, si le Kali pourrait être suffisant, donc je pourrais dire soit il a la possibilité de revenir encore sur l'objet, soit il pourrait aller directement maintenant vers le quanti. Mais dans ce cas, le quanti, ça va être une phase complémentaire pour construire son design. Donc après avoir finalisé la phase quanti, les résultats de la phase quanti, soit ils vont être suffisants pour dégager les résultats, soit il va essayer quand même de revenir encore une fois vers l'objet de recherche si jamais, euh, le, si jamais les résultats obtenus changent
substantiellement des concepts ou change radicalement certains concepts. Dans ce cas, ça pourrait être une phase 5. Et dans ce cas, il va faire une vraie discussion des résultats, c'est-à-dire que lui, il va essayer d'avoir une autre contribution scientifique qui va aller au-delà de ce qui est connu jusqu'à maintenant. Et donc, la démarche de la triangulation, comme vous voyez, c'est le fait de faire des allers-retours entre les trois choses: construction théorique de l'objet de recherche, méthode qualitative et méthode quantitative. Et dans certains cas, rien n'empêche que le chercheur, après avoir fait un design quantitatif ou après avoir conçu un design quantitatif, il pourrait encore une fois refaire un quali ultérieur. Donc ça va être la phase 5 pour faire un quali 3. Mais celui-là, ça va être un quali, comme j'avais dit tout à l'heure, un quali confirmatoire. C'est-à-dire que l'étude quantitative, lorsqu'il a fait l'étude auprès d'un trop large échantillon, ça a fait qu'il revoie encore quelque chose de plus à laquelle il n'avait pas du tout fait attention auparavant. Et donc, il va chercher maintenant un mini échantillon où il a relevé certaines particularités. Il va revenir pour les analyser, pour les voir et pour compléter sa construction. Donc, c'est ça la démarche de la triangulation. Alors ça, c'est la démarche de triangulation du point de vue théorique. Maintenant, ce que font les gens, ce que font les doctorants, c'est que tout simplement, ils commencent par la construction de l'objet de recherche, par la suite, il fait le quali, et par la suite, il fait le quanti. Ça, c'est la démarche la plus répandue, hein, la plus généralisée par les doctorants, par les chercheurs. Ils commencent par le quali, par la suite, il fait du quanti. Hein. Rares sont ceux qui font quali 1 et quali 2, hein, c'est-à-dire le quali pour redéfinir l'objet de recherche, revenir à la construction et après faire le quali de l'observation. C'est pour ça que certains doctorants, dans ce cas, le premier quali, hein, ils le font généralement en première année de thèse, hein, ou en début de la deuxième année de thèse, et le deuxième quali, ils le font vers la fin, avant de passer à la collecte finale de données quantitatives, par exemple. Hein. Et ça, c'est une bonne chose, surtout pour les problématiques relativement nouvelles. Et ça fournit quand même beaucoup de sources de collecte de données. C'est-à-dire là, il pourrait avoir de la matière pour faire une première publication, de la matière pour faire une deuxième publication et de la matière pour faire une troisième ou une quatrième publication, par exemple. Vous voyez, dans ce cas, c'est une bonne démarche pour les étudiants ou pour les chercheurs qui cherchent à avoir le maximum d'informations et de données publiables scientifiquement. Voilà. Donc, je m'arrête là par rapport à ce point.